Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir que de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Nous continuons de parler de l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo et elle est essentiellement axée ou tournée vers le MLC, le Mouvement de libération du Congo, avec l'invalidation de son candidat président sur fond de toutes ces affaires judiciaires qui entourent Jean-Pierre Bemba. Madame, Messieurs, pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Mamba, secrétaire national en charge de la communication de la jeunesse, et porte-parole, adjoint ou porte-parole porte-parole du mouvement de libération du Congo. Alors après l'euphorie qui a caractérisé le retour du chairman ici à Kinshasa, place au doute, place aux craintes. Qu'est-ce qui se passe autour de Jean-Pierre Bemba? Vous comprenez son invalidation, du moins provisoire, par la CENI? Oui, le dossier n'a pas été reçu par la CENI. On comprend parfaitement que cette dernière a outrepassé ses compétences. Dès lors qu'elle n'a pas compétence suivant la loi organique portant sa création d'interpréter la loi. Donc elle s'est évertuée à, si vous voulez, interpréter la loi pour répondre à une certaine logique d'exclusion qui caractérise, si vous voulez, la distorsion de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça veut dire que M. Kabila, ayant choisi un dauphin impopulaire, n'a pas d'autre voie que d'interdire ou d'empêcher par tous les moyens, même ceux qui ne sont pas légaux, à ce que les candidats populaires et en bonne position pour les élections puissent participer au scrutin. Quand vous parlez des candidats populaires, vous pensez que certains de l'opposition ne le sont pas? Ils le sont tous, mais je veux dire que si on a des populaires, on citera Jean-Pierre Bemba, on citera M. Moïse Katumbi. Il est plus populaire que les autres. Dans une échelle de 1 à 10. Je ne suis pas dans les superlatifs parce que ce sont les urnes qui vont le déterminer. Et de manière très laconique, on peut simplement dire qu'ils sont tous populaires. Du moins, nous avons des indicateurs sérieux, comme les dernières élections présidentielles auxquelles il a participé. Il a eu 43%. Ça remonte, ça date d'il y a 10 ans. Hein. Je ne pense pas que les cartes, il y a eu redistribution des cartes. Personne n'est mort depuis 2006, enfin pas la moitié de l'électorat est mort depuis 2006. On n'en sait rien. Et donc, oui, mais c'est plus de 15 millions. Le MLC n'est plus le premier parti politique de l'opposition parlementaire. Ce n'est pas 15 millions de personnes qui sont décédées depuis. Hein. Je vous parle de plus ou moins 20 millions de personnes qui l'ont élu. Et donc je pense qu'elles existent encore. Je pense que quand il est revenu, il a été accueilli d'une certaine manière. Je pense que tout le monde a bien vu qu'il était attendu, il était adulé. Et voilà, moi je ne suis pas dans les superlatifs parce qu'il y a un travail de construction à faire pour l'unité, si vous voulez, l'alternance à offrir via une candidature commune, que je vais m'interdire ici de comparer les popularités des opposants, mais je dis simplement que dans la logique de M. Kabila, ayant un candidat qui ne peut même pas gagner les élections dans son propre village, il a trouvé que c'était beaucoup plus facile pour lui de trouver les voies et moyens d'écarter des candidats qui pouvaient apporter un plus aux élections. On va parler un peu de cette invalidation de Jean-Pierre. Qu'aurait dû faire la CENI d'après vous? Par rapport au cas Bemba, on sait qu'il a été condamné. La condamnation est là, même en appel pour subornation. Qu'aurait dû faire la CENI? Mais je vous explique, la CENI a, si vous voulez, plus ou moins le travail d'un OPJ. Lorsque vous commettez une infraction, il n'appartient pas à l'OPJ de déterminer votre peine. Ce n'est pas l'OPJ qui va vous dire vous allez faire 3 ans de prison. L'OPJ va vous entendre sur PV, il va, si vous voulez, qualifier les infractions, c'est-à-dire les comparer à ceux qui sont dans le code pénal, et vous dire que vous serez jugé pour telle et telle autre chose. Si vous avez des bons avocats, vous pouvez être acquitté. Donc la CENI a pour vocation de recevoir, d'abord d'organiser le processus électoral, ça passe par la réception des candidatures. Et elle a comme outil la loi électorale. La loi électorale énumère en son article 10 les conditions d'éligibilité. Et parmi ces conditions, il y a finalement l'article 10.3 qui parle de corruption. Ce que la CENI ne peut pas faire, c'est commencer à se dire, écoutez, ici on a écrit viol, et ben si quelqu'un est condamné pour agression sexuelle, ben ça veut dire que c'est comme le viol, donc on va le déclasser. Non. La CENI a pour obligation de lire la loi et de vérifier par rapport aux pièces qu'elle reçoit du candidat s'il y a conformité ou pas. Je donne un exemple. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba est congolais? Oui. Est-ce qu'il y a une pièce qui l'atteste? Un acte de naissance. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba a été condamné quelque part? Oui. Est-ce qu'il y a un acte qui l'atteste? Oui, il y a un extrait de casier judiciaire. Donc elle va prendre l'extrait de casier judiciaire et elle va le lire. Et dans cet extrait, il est bien marqué qu'il a été condamné pour subordination en première instance. Ça veut dire que la loi parle d'un caractère irrévocable, ça veut dire susceptible d'aucun recours, par voie ordinaire ou extraordinaire. Et dès lors que c'est inscrit premier degré, la CENI s'arrête là parce qu'elle ne peut pas rejeter un candidat pour une affaire qui est en cours. Je vous donne un exemple très pratique. Le 17 septembre, il aura le verdict. Imaginez-vous qu'il soit invalidé. Bon, et qu'on l'acquitte le 17. Mais ok, imaginons le contraire alors. Le doute profite à l'accusé. Dans la mesure du possible. Mais qu'aurait dû faire la CENI face à cette
cette incertitude. La CENI devait se parce que la publication de la liste officielle définitive, c'est le 19. Donc ça vous laisse quand même une marge de manœuvre pour essayer. Le 17, on aura le verdict. Donc la CENI... Non, vous avez bien posé la question. La CENI devait faire ce qui est dans ses compétences, dans son cahier de charges. Si le terme corruption ne se retrouve pas dans un dossier, la CENI reçoit le dossier. La CENI a validé pour condamnation à une cour, ce qui est vrai. Non, c'est une condamnation. Il y a un appel qui est suspensif de la condamnation. Ça veut dire que l'affaire... Mais il a été condamné même en appel parce qu'il attend juste la peine. Expliquez-nous. Je vous explique très bien. Regardez, pas à comprendre. Il y a ce qu'on appelle dans le traité de Rome l'article 81. Qui peut faire que, par exemple, un juge annule une affaire. Vous savez que l'accessoire ne dépend... Vous avez l'accessoire, vous avez l'affaire principale. Ici, dans l'affaire principale, la plus grave, personne ne doutait qu'il pouvait être acquitté, après 10 ans de procédure. Donc, le juge peut bien décider, le 17 septembre à 15 h, de dire qu'il annule cette affaire. Est-ce que les deux affaires sont liées? Mais elle découle de la première. Est-ce que la deuxième infraction ce sont deux instructions dépend de la deuxième? C'est pas deux infractions différentes. Ce sont deux instructions différentes. Et deux infractions mais la deuxième découle de la première instruction. Vous comprenez? Elles sont liées dans tous les cas de figure. Est-ce que sommes-nous, oui ou non, en face de deux infractions différentes? Bien sûr que oui. Lorsqu'on vous parle des crimes de guerre et qu'on parle de subornation, ce sont des infractions qui sont différentes, traitées par on va dire des instructions tout à fait différentes et distinctes. Mais il se fait qu'elles sont intimement liées, parce que les écoutes dont fait question, ou l'atteinte à l'administration de la justice, c'est par rapport aux témoins de la première affaire. Donc personne ne peut nier le lien qui est entre les deux. Donc si on dit que M. Bemba aurait fait de la pression sur des témoins pour qu'ils témoignent en sa faveur, il se fait que le juge principal de la première affaire vous dit que cette affaire-là n'existe pas parce que c'est une fausse affaire. Ok, revenons, restons un peu dans la deuxième affaire, celle de la subornation de témoins. Donc le 17, il y aura le verdict. Exactement. Par rapport à Jean-Pierre. Mais qu'en est-il des autres qui ont été condamnés également en appel? Je vois des Fidel Babala qui est invalidé également. Je prends une hypothèse. Je prends une hypothèse. Nous arrivons au 17, le juge dit, écoutez, l'affaire est annulée. Ceux qui ont été arrêtés injustement seront dédommagés. C'est le cas pour Jean-Pierre Bemba dans la première affaire. C'est une éventualité qui est tout à fait possible. Mais ce qui n'est pas acceptable, lorsque notre loi parle d'irrévocable, il n'appartient ni à la Cour constitutionnelle, encore moins à la CENI, de statuer avant la personne qui initie la procédure. On va reparler de ça, mais je voulais un peu savoir, qu'est-ce qui va... Parce que Jean-Pierre Bemba, Fidel Babala, Arido et Mekilolo sont tous dans le même cas. Exactement. Et les 4 autres ont été condamnés pour subornation de témoins à des peines avec sursis. Exactement. C'est irrévocable. Ce n'est pas irrévocable. Vous pouvez être condamné avec sursis et l'article 81 peut revenir sur toute l'affaire et l'annuler. C'est condamné en appel, déjà avec sursis? Non, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés, il y a eu un appel, et l'appel est suspensif. Maintenant, pour ceux qui ont déjà consommé leur peine, si le juge vous dit que cette affaire est annulée ou qu'il annule l'affaire, ces personnes sont dédommagées. Mais ils ont été condamnés également en appel, justement. Mais je vous explique que M. Bemba a été condamné à 18 ans. Il y a eu appel, il a été acquitté. Oui. Il a été condamné une deuxième fois. Ok, on l'a condamné à 1 année et 300 000 € d'amende. Il a fait un appel et sur la peine et sur le fond. Maintenant, il est demandé au juge, parce que je vais vous expliquer quelque chose. La manière dont ont été collectées toutes les informations pour la deuxième affaire, c'est une manière qui est illégale. Parce que Mme Bensouda s'est présentée au niveau de Western Union, alléguant que c'était une affaire concernant du terrorisme. Donc il y a une subornation des témoins de part et d'autre. Voilà, et donc mais voilà, c'est pour cela que le juge peut nous surprendre, et je pense que ce sera le cas, en nous disant qu'il annule l'affaire. Parce que de part et d'autre, il y a eu d'abord réquisition d'informations de manière frauduleuse, c'est-à-dire que Western a donné ces informations-là sur une fausse base, mais aussi l'affaire principale qui a engendré cette affaire-là a été annulée. Alors s'il arrive qu'on annule la condamnation de Jean-Pierre Bemba, cela va certainement inclure sur les autres. Mais bien sûr que les autres qui ont été déjà condamnés, qui ont purgé des peines, seront dédommagés. Autant M. Jean-Pierre Bemba dans la première affaire. Quand je dis que ça va influer, c'est-à-dire quelqu'un comme Fidel Babala qui a été invalidé pour avoir été condamné justement, peut être rétabli dans ce droit, et Mekilolo pareil. Raison pour laquelle notre loi est claire à ce propos. Elle parle d'un jugement irrévocable. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un verdict le 17, cela veut dire que la procédure n'est pas finie. Nous ne sommes pas encore dans un cas d'irrévocabilité parce que le traitement est en cours. Raison pour laquelle vous avez eu une correspondance de la CPI qui vous dit même qu'on a annulé les peines dans cet appel. Donc pour ne pas permettre à la Cour constitutionnelle de s'appuyer sur une instruction qu'elle a initiée, dont elle connaît les tenants et les aboutissants, et d'invalider injustement des personnes qui peuvent finalement bénéficier d'un non-lieu. Donc ce que je suis en train de dire, si le 17... d'ici quelques semaines, il y a une décision par rapport à Jean-Pierre, cela va automatiquement influer sur les autres qui ont été seront dédommagés, remis dans leurs droits. Et la CENI sera alors contrainte
Pour ceux Mais qui ont non, été invalidés. parce que regardez ce qui se passe. Si la Cour constitutionnelle, dont les arrêts ne sont pas attaquables, invalide les candidats, il n'y a plus de recours. Mais si elle invalide avant cette décision et que les personnes sont acquittées, alors c'est la Cour qui doit revenir sur son Alors arrêt. qu'est-ce que vous demandez à cette Cour? De surseoir, de dépendre du verdict de la CPI? Non, nous disons à cette Cour deux choses. La première des choses, au niveau de la forme, la situation n'est pas irrévocable, donc susceptible de recours, et le recours donnera ses suites le 17. Ça, c'est au niveau de la forme. Mais au niveau du fond, notre code pénal est clair, madame. Si je vous gifle tout de suite et qu'on inscrit dans mon casier judiciaire coups et blessures volontaires, je peux quand même être candidat président de la République. Pourquoi? Parce qu'en droit congolais, l'interprétation est stricte. Lorsqu'on parle de subordination et qu'on parle de corruption, ce sont deux choses totalement différentes. Oh, là, on est plus dans la sémantique. Hein. Non, ce n'est on pas joue la avec sémantique. les mots. Attendez. Et puis, Lorsque dans le droit, vous avez deux articles dans le code pénal, ce n'est plus de la sémantique, madame. Lorsque vous avez un article distinct, assorti des peines distinctes dans notre article, ne parlez pas de sémantique. Vous avez l'article 129. Est-ce que le code pénal congolais reconnaît la subordination de témoin? Je vais vous poser une question. Est-ce que le vol est égal à l'extorsion? Les questions, c'est moi qui les pose. Non, parce que j'aimerais qu'on se comprenne. Est-ce que l'extorsion est égale au vol? Dans les faits, c'est la même chose. Mais suivant le droit pénal, les peines sont différentes et ce sont deux faits différents. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a une loi ou dans le code pénal congolais, dans un autre code de pays où on parle de la subordination de témoins ou subordination tout court? Le terme existe, oui ou non, en loi? Il existe en droit congolais. Dans le droit pénal, l'article 129 et l'article 147 parlent de la corruption. Au niveau du traité de Rome, le distinguo est fait aussi. Vous avez corruption et subordination qui sont des articles distincts. Et d'ailleurs, vous pouvez être condamné pour les deux. Et pour la corruption et pour la subordination de manière simultanée. Pour certains, la subordination implique plus les fonctionnaires d'État. Non, la corruption implique les personnes dépositaires de la puissance publique. Et les agents. La subordination, ce sont les témoins. Une pression morale que Bemba d'ailleurs recuse sur des témoins pour obtenir des témoignages en sa faveur. Nous parlions tout à l'heure de la Cour constitutionnelle et elle a 7 jours pour essayer de statuer. Qu'est-ce que vous redoutez? Écoutez, on a bien vu que cette Cour a peiné à interpréter l'article 70. On a fait passer monsieur qui était à la PAJ, qui est devenu, on a manipulé cette Cour. À peine en 2 ans, je ne sais pas combien de personnes y a changé, parce que monsieur Kabila, à un certain moment, veut avoir auprès de lui des affidés, des personnes qui correspondent plus ou moins au profil des juges qui entendent et qui suivent les instructions que lui il donne en tant que chef de l'État. Et donc, je crois qu'il y a une jurisprudence internationale, je crois que les yeux sont braqués sur cette Cour constitutionnelle. Vous avez suivi le Conseil de sécurité, donc j'espère que pour leur CV personnel, pour leur carrière, pour leur honneur, ils ne diront que le droit. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils doivent valider la candidature de M. Jean-Pierre Bemba, mais ils doivent d'abord, parce que c'est la Cour constitutionnelle, c'est le dernier verrou, voir ce que notre loi dit et appliquer ce que notre loi dit. Et notre loi est claire, ce sont 2 articles et 2 infractions distinctes. En fait, ça sera à la Cour de nos présidents. Non, le droit nous l'a déjà dit. La Cour, ça sera à la Cour, hein, c'est la dernière mais la Cour a interprété l'article 70 juges, et d'après la Cour, M. Kabila, si nous organisons des élections en 2025, il reste président de la République. Donc c'est aussi la Cour qui l'a dit. Mais ce n'est pas cela l'esprit même du Constituant. Et c'est ce qui est fait, c'est ce qui arrive. Mais malheureusement, c'est un drame. C'est un drame parce que la Cour devait vraiment dire le droit. On parle d'un président élu, non un président élire. On ne peut pas rester avec M. Kabila pendant 5 ans parce qu'il n'a pas organisé des élections. Parce qu'en jurisprudence, il aurait déjà entamé un autre mandat. Donc lorsqu'une Cour peine à dire la vérité parce qu'elle est... Vous avez vu qu'il y a des gens qui ont démissionné à cause de cet article 70. C'est parce qu'il y a un réel problème. On a même entendu parler de menaces de mort. C'est qu'il y a un réel problème. Et je pense que M. Kabila, qui a demandé une loi taillée sur mesure pour son après-présidence, devait faire très attention à ce type de manipulation, parce que si c'est l'opposition qui prend le pouvoir, avec la même Cour, on peut changer cette loi et retirer toutes ces immunités. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe entre l'invalidation des candidatures des uns et des autres, vous regrettez de ne pas avoir accentué la pression pour une transition sur Kabila, au niveau du MLC, parce que vous criez à corps et à cri, élection. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas le choix de respecter la Constitution, nous n'allons jamais le regretter. Par contre, nous honorons toutes les personnes qui sont mortes pour cette cause. Je pense que depuis que nous sommes mués en parti politique, donc nous avons abandonné les rébellions, nous avons pris l'engagement solennel de rester sur cette voie d'une opposition forte et républicaine, et surtout digne, parce qu'elle respecte... Mais non, on respecte... Ça vous a un peu aussi caractérisé le MLC. Hein. Il n'y a qu'à compter le nombre de départs, on se dit le nombre de... Ça, ce n'est pas de laxisme. Regardez un peu la constitution du FCC.
Quel commentaire pourrions-nous faire? Regardez comment on a choisi M. Chadari et comment les gens se sont agglutinés autour du FCC. Vous allez dire que c'est le MLC. Donc je pense que nous avons un problème de moralité et il faut circonscrire tous ces départs dans ce cadre-là, la situation socio-économique aussi. Et puis c'est vrai que M. Bemba n'était pas là pendant 10 ans, donc ce n'est pas tout le monde qui a la patience d'attendre. L'opposition, c'est dur aussi. Et donc voilà, il ne faut pas indexer comme ça le MLC par rapport à ces départs. Mais c'est l'image que vous renvoyez, il ne faut pas construire. Hein, vous savez vous avez donné l'image au nom de cette opposition républicaine. Regardez, vous avez donné l'image de quelqu'un qui a pactisé plutôt avec le pouvoir en place et que maintenant il est... Le G7 est constitué de tous ceux qui sont partis du PPRD. Le PPRD a beaucoup perdu. Regardez la dissension au niveau de l'UDPS. Qui nous dirige aujourd'hui la primature? C'est un ancien de l'UDPS. Je vous dis que nous avons une crise de moralité et il ne faudrait pas isoler ou sortir le MLC de ce contexte. Dans ce contexte, mais je dis, est-ce que vous regrettez? Moi, je ne regretterai jamais le choix que nous avons fait. Le choix que nous avons fait de respecter la Constitution, nous ne le regretterons jamais. Est-ce que vous comprenez ceux-là qui aujourd'hui lèvent le temps, osent la voix pour dire que pour avoir de meilleures élections ici au pays, il faut que Kabila parte avant? Mais M. Kabila est le problème. La Constitution prévoit des mécanismes de démission. Même malgré avoir donné le dauphin, même s'il a donné, on a le dauphin, il demeure un problème. Attends, je vais vous poser une question, madame. Le dauphin ou le candidat du FCC, dites-moi, de quel droit M. Kabila va donner un dauphin? Quel héritage il va nous donner? D'abord, ce n'est pas sérieux de donner un monsieur comme Chadari. Ce n'est pas le meilleur paradigme, le meilleur exemple de la majorité. Ça, ce sont les urnes qui vont nous démontrer. Non, je ne parle pas des urnes, je parle de la personnalité de la personne. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous le connaissons. Vous choisissez un sanctionné qui ne pourra même pas aller en Europe, qui ne pourra même pas avoir des relations bilatérales avec les autres pays. Entre quelqu'un également dont les hommes ont commis des atrocités. Vous avez un document. La comparaison. Attendez, vous avez un document. Il n'a jamais été mis. Non, il n'a jamais été. Il a été acquitté. Non, monsieur qui n'est pas sanctionné. Non, il y a un fait qu'il y a eu des hommes, même s'il n'a pas été commanditaire, mais il y a un fait que ce sont ces hommes qui ont eu à perpétrer certains crimes au niveau de Centrafrique. Donc au niveau moralité, il y a eu quelqu'un qui a eu à faire la guerre. Je vais vous aider. Vous savez, en Centrafrique, l'affaire a débouché en acquittement. Pourquoi? Il y a eu un viol et 2 morts. Pendant 10 ans, M. Bemba a été retenu parce qu'il y a un viol et 2 morts. Est-ce que vous avez compté ce qui se passe à Béni? Non, juste pour vous tous les jours. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à Béni tous les jours? On voit un peu. Est-ce que c'est comparable? Et puis en plus, il n'a même pas été déterminé que ce sont les hommes du MLC. C'est pour ça qu'il a été acquitté. Après 10 ans, les enquêtes ont révélé que pendant ces 3 mois-là, il n'y a eu qu'un seul mort. C'est juste pour revenir. Et à Béni, il y en a plus de 50 par jour. Vous venez de parler d'une crise de moralité et on en trouve votre parcours. Monsieur Chadari a géré le dossier Kamouina Sapou. Monsieur Chadari a géré les fausses communes. Pourquoi il est sanctionné? Ce sont des faits très graves. Il y a des éléments, il y a eu des documents. Le grave de la rébellion de Jean-Pierre Bemba. Nous parlons des faits. Ce sont des faits. Mais les faits sont là. Il y a des rapports documentés. Est-ce que M. Bemba a été poursuivi pour quelconque allégation que vous faites? C'est pas parce que vous n'avez pas été... Vous savez comment ça s'est passé. Mais comment ça s'est passé d'après vous? On nous a dit, oui ou non, il n'y a pas mené la rébellion. Pendant 10 ans, nous a rabâché les oreilles pour nous dire qu'il y avait des viols, des tueries, des pillages. Mais à la fin, il n'y a eu qu'un seul viol et 2 morts. Mettons de côté ces viols de soldats en République centrafricaine. Non, mais je parle de la rébellion. Il n'y a pas eu des morts sous Jean-Pierre Bemba quand il était à la tête d'une rébellion, juste pour parler de cette crise de moralité. Oui. Moi, je ne vous parle pas de la guerre, je vous parle d'une attaque contre les civils de M. Chadari. Est-ce qu'il y a eu guerre à l'époque de Chadari? Avec les fausses communes, les gens qui marchaient pour le respect de la Constitution. Donc, de part et d'autre, on trouve quand même des gens... Non, pas de part et d'autre, parce que lui, il est sanctionné. M. Bemba est libre de ses mouvements. Monsieur Chadari, jusqu'à preuve du contraire, il sera un président s'il est élu, sanctionné, qui ne peut même pas avoir un compte en dollars. Donc on vous parle de 2 personnalités différentes, qui ont pris des risques totalement différents. Lorsque vous parlez d'une rébellion, c'est de la belligérance, c'est une guerre entre militaires. Moi, c'est normal, c'est justifié. Je vous parle d'action contre des civils. Je vous parle d'action contre des personnes non armées. Et M. Chadari, à ce niveau-là, il est sanctionné. Et malheureusement, M. Kabila trouve en lui l'héritage. Le cadeau qu'il va donner à la République, c'est M. Chadari. Pour moi, c'est Jean-Jacques, viendra un temps où on parlera de différents candidats et on essaiera d'évaluer qui le plus a fait du tort ou le plus de mal à la population congolaise. Hein. Non, Chadari, ça c'est selon vous. Sur le coup des sanctions, les fausses communes et tout ça. Selon vous. Mais on parle quand même de cette problématique. Vous ne regrettez pas d'avoir opté pour le respect de la Constitution, mais des voix se lèvent même au niveau du MSC pour appeler au boycott des élections si Jean-Pierre Bemba n'est pas validé. Ce n'est pas une position officielle, je suis le porte-parole, donc jusqu'à preuve du contraire, le bureau politique ne s'est pas réuni pour lever cette option, donc je ne vais pas ici dire des choses. Si ça ne dépendait que de certains gens, peut-être pas de moi, effectivement, M. Kabila est devenu et reste le seul problème de ce pays. Ça veut dire que si on veut parler du Congo
Et on ne veut pas passer beaucoup de temps à expliquer. On dit, c'est quoi le problème de la République démocratique du Congo? On écrit Kabila, tout le monde comprend. Mais il est partant. Les élections, c'est pour le 23 décembre. Il a dit bientôt à la SADC qu'il n'a pas envie de partir. Et en tirant les ficelles pour faire de la pression sur le processus électoral, il reste omniprésent. Pourquoi M. Katumbi ne peut pas revenir? Pourquoi M. Bemba est invalidé alors que, premièrement, son affaire est en cours et deuxièmement, il n'a jamais été condamné pour corruption? Est-ce qu'il doit arrêter le fonctionnement de la République parce qu'il y a 2 personnes qui ont été invalidées ou parce qu'il y a 2 personnalités nous avons, je veux dire à quel moment cette République a cessé de fonctionner. Vous savez, depuis 2016, nous attendions les élections. Dès lors que M. Kabila a laissé tuer des jeunes, des paisibles citoyens, parce qu'il réclamait que la Constitution est respectée, ce pays a cessé de fonctionner. Vous avez vu que le ministre de la Justice écrit des lettres pour donner des injonctions à la CENI. Vous avez vu tous les dysfonctionnements qu'il y a dans ce pays depuis 2016. Vous avez vu un Premier ministre qui est nommé, qui est belge, après le ministre vient le défendre, et ainsi de suite. Vous avez vu sur les listes électorales des personnes qui sont condamnées pour viol et assassinat, qui se retrouvent dans les listes électorales. Ce pays a cessé de fonctionner dès lors que Kabila a choisi de le déconstruire, de déconstruire le socle de la démocratie et le respect des textes. On vous donne l'opportunité de reconstruire ce pays par les élections, et voilà que vous multipliez l'opportunité était donnée via l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord. D'accord. Dans cet accord, pourquoi l'opposition se défile? Nous défilons pas. Regardez, est-ce que vous avez lu cet accord? Il y a eu plusieurs commissions. Il y a eu la commission des crispations. Mais je veux dire, en épilogue, on dirait très bien que l'accord prévoyait la décrispation, ça veut dire de l'amnistie, des grâces présidentielles, mais aussi de l'inclusivité. Et là, le processus, M. Guizeng à part, son père part, enfin, M. Guizeng à part, M. Mouzito s'en va, M. Madibanga est exclu, M. Bemba est exclu. En réalité, si vous regardez très bien, nous sommes dans un... C'est une forme d'élection que choisit à la source Kabila. Donc c'est Kabila qui dit qu'il va être candidat, qui va être l'adversaire de Chadari. Mais justement, c'est tout à fait inacceptable. Et vous pensez que ceux qui ont été validés, du moins de l'opposition, je vous ai posé la question, la première question, ça va dans ce sens, à ceux qui restent là ne pèsent pas, sont des menus frétins et qui ne peuvent pas travailler pour essayer de changer les choses. Vous avez essayé de m'éconduire dans ce piège-là, dès le début de l'émission, je ne tombe pas dedans. C'est pas dans le piège, ça vient de... Non, il ne faut pas m'éconduire sur des chemins aussi... choisi les candidats pour son dauphin. Vous allez m'éconduire sur des chemins tortueux. Je respecte M. Félix Tshisekedi, M. Fayoulou, M. Tchiani, Mouadia Vita. Tous les candidats qui sont respectables. Chacun d'eux a sa notoriété et sa popularité, nous ne le contestons pas. Mais nous disons que pour des besoins d'organisation et pour des besoins de répondre à ce qui a été convenu, ça veut dire que cette période, est, si vous voulez, est gérée par l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour nous y conformer, il faudrait qu'on donne la chance à tous les opposants, autant populaires que ceux qui sont sur les listes et qui ont été validés, de participer. Il ne faudrait pas que cela se fasse de manière... Écoutez, si dans le casier judiciaire de M. Jean-Pierre Bemba était écrit condamné pour viol, cette discussion n'aurait pas été de mise. Si c'était écrit condamné pour corruption, on n'aurait pas discuté, on n'aurait pas crié à l'accord. Nous sommes en train de dire que si les causes pour lesquelles vous excluez des candidats sont des causes fallacieuses, alors là, ça devient dangereux parce qu'en réalité, l'accord ne le prévoit pas. Regardez M. Moïse Katumbi. On nous a dit tous les jours ici qu'il était un fugitif, qu'il fouillait la justice. M. Katumbi est venu se rendre. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Mais on lui a demandé de revenir aussi. Pourquoi il ne revient pas? Mais écoutez, vous avez suivi la circulaire qui a suivi sa venue à Kasumbalesa, dans laquelle on fermait toutes les frontières, on interdisait à ceux qui puissent entrer par les frontières. On dit, il doit faire face à la justice. Mais il est venu pour faire face à la justice. Mais justement, on lui demande de revenir. Mais pourquoi il doit venir 2 fois alors qu'il était déjà là? Mais il ne peut pas continuer à crier là puisque vous... Mais il était là, on ne l'a pas arrêté. Maintenant qu'on lui demande de revenir, mais qu'il revienne. Écoutez, madame, ce gouvernement, c'est un gouvernement irresponsable. Vous dites que monsieur est fugitif, il affrète un avion, il arrive. Vous ne l'arrêtez pas. Et vous lui demandez de revenir. Mais oui, qu'il revienne. Et vous ne voulez pas qu'il revienne. Nous disons ceci, que M. Kabila a tellement détruit ce pays qu'il doit le lâcher. Choisir un dauphin, c'est une chose, quoi qu'il n'en ait pas le droit de sortir de son lit et dire que c'est elle qui va lui succéder. Mais lâcher, non, ce n'est pas une affaire de la famille politique parce que ça s'est fait dans le non-respect de la loi. Est-ce que vous savez que le PPRD n'a pas de président? Donc le président du fait du PPRD, c'est M. Joseph Kabila. Mais il ne peut pas être président de la République et président d'un parti, c'est contre la loi. Qui a nommé M. Chadari, qui était le mandataire des listes, qui l'a nommé secrétaire permanent? Quel est l'acte de nomination? À quel moment il a démissionné du PPRD pour s'inscrire en indépendant? Tout ça, ce sont des faits de loi, ce sont des faits, si vous voulez, de distorsion juridique. Mais comme c'est l'État
comme c'est le gouvernement, comme il s'agit de Kabila, ça passe. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que c'est Kalama de la CENI qui vient pour enfoncer le clou, pour défendre le candidat de la majorité présidentielle. C'est inacceptable, ce n'est pas le rôle de la CENI. Très rapidement, on va bientôt terminer. On voit qu'entre le débat autour de la candidature commune, l'invalidation des candidats de l'opposition, il y a d'autres préalables pour l'opposition, notamment dans la machine à voter. Alors qu'il y a le jeudi dernier, le vice-président de la CENI a affirmé haut et fort que si l'opposition et la communauté internationale s'entêtent ou continuent à s'opposer à la machine, on va renvoyer les élections en 2019. Vous êtes pour ça? J'ai quand même l'impression que M. Nanga, comme M. Bajenguez, ils se pavanent et racontent leur vie. Je veux dire que ce n'est pas à eux de nous offrir des élections. C'est nous, le contribuable, qui avons contribué par le travail. Et il est là pour mettre tout le monde d'accord. Non, elle est là pour mettre... Elle n'est pas indépendante du jeu électoral. Elle est indépendante des pressions politiques. Mais le jeu électoral doit être clair. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un arbitre au milieu qui est la CENI et des règles de jeu qui sont acceptées par tous. Le problème de la machine pose aussi un problème d'inclusivité. Savez-vous que si on prend les bureaux de vote, parce qu'il est prévu que ça s'ouvre à 6h à 17h, nous n'aurons pas plus de 10 millions de personnes qui pourront voter. Je suis en train de lire, en tout cas dans le document, c'est toujours possible de le faire et que la CENI a dit qu'il y aura tellement de machines que tout le monde... Non, il y a 90 000 bureaux de vote et il y aura 106 000 machines, ça veut dire 16 000 machines de réserve. Mais je suis en train de dire que pour des personnes qui n'ont jamais touché à la machine, en moyenne c'est 6 minutes. Mais il y a la sensibilisation qui est en cours. Je dis ceci, la moyenne c'est 6 minutes pour des élections. On peut, pour des électeurs. Moi j'ai déjà utilisé cette machine, je n'ai pas voté en moins de 3 minutes. Et même si vous prenez une moyenne de 3-4 minutes, nous n'aurons pas plus de 10 millions d'électeurs. Et où vont passer les 26 millions de votes des personnes qui n'auront pas pu voter? Il y a aussi le problème des empreintes digitales. La CENI vient de le dire, il va publier la liste provisoire des électeurs. Ce n'est pas cette liste-là qui va résoudre le problème. Lorsqu'il n'y a pas d'empreinte, une personne peut voter simultanément le même jour en divers endroits. Je veux lire la loi. Je crois que la CENI a cet effet brandi par rapport à cette histoire des empreintes. La CENI a brandi un article, je dis, pour mettre fin à l'intoxication concernant les électeurs dont les empreintes sont illisibles dans le fichier électoral. La CENI informe tant en rappelant que leur présence est autorisée par l'article 22 de mesures d'application de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs qu'elle procède. Voilà, l'article 22. Apprenons à lire. L'article 22 dit quoi? L'article par rapport à l'illisibilité dans le fichier électoral. On dit que c'est permis. Tout en rappelant que leur présence est autorisée. Voilà. Vous savez quand est-ce que c'est autorisé? Ce n'est pas dans l'ordre de 16 millions d'électeurs. Parce que qu'est-ce que nous disons? Ce n'est pas ce que la loi permet qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que nous contrôlons les abus. Parce que lorsqu'ils sont à 16 millions, lorsque vous avez peut-être 1% des personnes sans empreinte, c'est normal, on peut dire que on peut minoriser, c'est marginal. Mais lorsque vous avez 16 millions de personnes qui n'ont pas d'empreinte, comment est-ce que vous contrôlez? Si chacune de ces personnes se décide de voter 2 fois, vous faites comment? Comment est-ce que la même CENI, qui nous produit un fichier de 46 millions, après toilettage, nous dit qu'il y a déjà 10 millions de doublons? Mais c'est plus grand que le Gabon, 10 millions de doublons. Donc on passe de 46... Vous, il y a la transparence. Attendez, on passe de 46 à 36... Vous devrez applaudir cette CENI parce qu'il y a la transparence. On passe de 46 à 36 et on prétend qu'on pourra contrôler les 16 millions sans empreinte, mais c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Les gens pourront aller voter là où ils veulent et quand ils veulent et autant de fois qu'ils veulent. Mais donc c'est un point d'arrêt. Il y a tellement d'éléments. C'est dans une marge bien précise, pas 16%, madame. 1% on peut comprendre, mais 16% c'est quand même l'équivalent d'un pays comme le Rwanda, par exemple. Possible de couper la poire en deux ou tous les élaguer, parce que parmi eux, vous risquez de faire également... non, bizarrement, là où il n'y a pas d'empreinte, c'est vers l'ouest du pays, c'est dans le Mbandaka et tout ce que vous voulez, et Bas-Congo, dans l'espace Ngala, c'est là qu'il n'y a pas d'empreinte, donc c'est quand même compliqué. Nous remettons en cause la technicité et nous disons que M. Nanga doit faire attention, parce qu'il ne suffit pas de dire sans la machine, il n'y aura pas d'élection, ainsi de suite. Non, il y aura des élections en 2019, apparemment, c'est ce que vous voulez. Il faut s'assurer que les élections ne débouchent pas sur la présence de chars de combat. On est trop habitué à cela. 2006, chars de combat, 2011, tir de sommation et chars de combat, qui doit faire en sorte qu'en 2018, nous ayons des élections. Est-ce que vous êtes prête à aller aux élections cette année? Parce qu'avec tout ce que vous multipliez comme préalable, on se dit l'opposition ici veut encore un autre dialogue. Attendez, madame, un parti qui aligne 700 candidats au provincial et 500 candidats au national, ça veut dire 1200 candidats
Vous dites qu'il n'est pas prêt. Vous pensez vraiment que le MLC est à catégoriser dans les partis qui ne sont pas prêts pour les élections? Mais nous sommes très prêts pour les élections. Mais quel type d'élection voulons-nous? C'est ça la question. Est-ce qu'avec la machine à voter, vous irez aux élections d'ici décembre? Si M. Nanga répond à toutes les questions qui lui ont été posées, si la machine est certifiée, qu'elle donne toutes les garanties nécessaires, pourquoi pas? Mais déjà, comme je vous le dis, même si nous l'acceptions, à moins que les élections se fassent sur 2 jours, parce qu'avec un jour, nous n'aurons que la moitié des électeurs. Est-ce que si Jean-Pierre Bemba ne participe pas aux élections, le MLC va participer aux élections? Cette question sera discutée au niveau du bureau politique, mais a priori, je ne vois pas pourquoi on ne participe pas. En 2011, il n'était pas là, on a participé. Surtout qu'en 2006, vous avez posé un lapin également à l'UDPS. Hein. Non, on a participé, c'est l'UDPS qui a refusé de participer. Voilà, donc si aujourd'hui le MLC ne vient pas, l'UDPS... Non, nous ne sommes pas des partisans de la politique de la chaise vide, mais nous soutenons le président national, nous espérons qu'il sera candidat et je pense qu'il le sera. Maintenant, cette question-là sera traitée au bureau politique et vous envoyez des nouvelles. Est-ce que si Moïse Katumbi ne revient pas au pays, vous allez participer aux élections? Mais déjà pour M. Jean-Pierre Bemba, notre président national, la question n'est pas encore mise à jour et je ne vois pas pourquoi la présence ou l'absence de Moïse Katumbi... beaucoup de préalables. Ce que nous voulons, c'est un processus inclusif et le maximum de garanties pour que nous allons aux élections dans la paix. Vous parlez de une question d'individu. En 2006, c'est la question qu'on m'a demandé de poser au MLC également. En 2006, le MLC n'avait pas brandi l'inclusivité. L'UDPS était venu à Sun City. C'est l'UDPS qui a battu... Oui, justement, mais en 2006... l'UDPS a battu en brèche. Vous n'aviez jamais brandi l'inclusivité. Pourquoi seulement maintenant? Je dis ceci. L'inclusivité... De 2006, vous parlez des partis politiques. Ici, tous les partis sont représentatifs. Ici, nous parlons des individus. Nous parlons des personnalités. Comprenez-vous bien que M. Tshisekedi, en 2006, a refusé de participer, mais nullement on a demandé à l'UDPS de ne pas être là. C'était le choix de M. Tshisekedi, et il a imputé ce choix-là à l'UDPS. Il avait ses raisons, pratiquement les mêmes que vous êtes en train d'avancer aujourd'hui. Ici, nous ne sommes pas en train de dire de l'inclusivité des partis. Ce sont pratiquement les mêmes raisons que vous avancez aujourd'hui. Nous parlons des personnalités, madame. En 2018, nous ne parlons pas des partis politiques. Tous les partis, que ce soit les plateformes de Moïse Katumbi, le MLC, tous nous sommes dans le processus électoral. Nous nous sommes enrôlés, nous avons déposé nos listes. Là n'est pas la question. La question, c'est au niveau du traitement individuel, c'est-à-dire ce que moi je peux appeler des règlements de compte. Donc, prioriser les individus, les personnalités au détriment de tout un pays. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites, madame? Suivez-moi, peut-être que ça va être plus facile. Je dis que tous nos partis sont dans le processus. Donc, il n'y a pas ici privilégier un individu au détriment des groupes, parce que tous les groupes sont inscrits. Mais les groupes se battent pour que les individus dont fait mention dans l'accord de la Saint-Sylvestre soient aussi de la partie. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, priorisons d'abord les individus, les personnalités, au détriment de toute une nation qui a attendu les élections. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, on a 1200 candidats inscrits. Les cautions sont payées. Donc, on est dans le processus. En quoi est-ce que nous privilégions l'individu par rapport aux 1200 qui sont enrôlés? Vous savez combien de candidats il y a? 15 000, de tous les partis confondus. Mais nous disons qu'il y a eu un accord qui stipule que on ne peut pas de manière arbitraire exclure des candidats parce qu'il y a des règlements de compte. Et nous savons que l'affaire Kabila Moïse, c'est un règlement de compte. Kabila Diongo, c'est un règlement de compte. Kabila Bemba, c'est un règlement de compte. Et nous disons que comme lui n'est plus candidat, il doit lâcher le processus. Merci beaucoup d'avoir été de notre. C'est un plaisir. Merci aux téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions. On sera toujours là pour vous. Vous suivrez cette émission sur Congo Web, 21h15 dimanche, lundi en rediffusion à 11h, et également sur notre chaîne YouTube, magazine USC. Abonnez-vous, il est saisi vos commentaires. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit au revoir et à très bientôt avec certainement un autre invité. Au revoir.